Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va vous plonger dans la métaphysique. Et à ce propos, j'ai deux invités, deux métaphysiciens. À ma droite, Aïssof Christo Ouba. Il est instructeur spirituel. Il est à Soké et il a décidé de passer dans cette émission Idée pour apporter un éclairci sur le rôle du destin dans les événements de la vie. Il est à ma gauche, j'ai Makeru Adjande Ali. Lui aussi est un apprenti dans la spiritualité. Il veut apporter sa pierre dans la construction de l'édifice au niveau de l'émission Idée. Chers invités, soyez les bienvenus. Aïssof Christo Ouba, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, Monsieur Condor. C'est plutôt nous que vous remercions pour l'invitation, pour partager surtout des idées. Nous allons parler du rôle du destin. Est-ce que c'est un thème qui vous enchante? Oui, ça m'enchante parce que quand j'observe la manière dont les gens se disent subir la fatalité, des situations inexplicables, alors qu'en réalité, tout peut être expliqué. Donc pour moi, si nous passons par le rôle du destin dans les événements de vie, nous pourrons mieux cerner les contours. Adjande Ali, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Idée est une émission que nous aimons tant et pour moi, c'est un réel plaisir d'être sur le podium de cette émission pour contribuer et apporter ma part dans la construction de l'édifice. Vous êtes un maquero. Que veut dire maquero? Un maquero, tout simplement, c'est quelqu'un qui décide de mener une nouvelle vie par rapport à son ancienne vie. C'est en ce sens quelqu'un qui décide de nourrir son esprit et de pouvoir s'adonner à la spiritualité pour éveiller ses potentialités spirituelles pour le bien de l'humanité. Oui, vous êtes un maquero de lumière. Que veut dire un maquero de lumière? Un maquero de lumière, c'est en plus d'être maquero, quelqu'un qui va mettre l'accent sur le fait qu'il doit apporter de la lumière telle que nous le comprenons dans le sens matériel et aussi dans le sens spirituel. C'est quelqu'un qui va éclairer les autres, les aider à comprendre certaines choses. Donc c'est un peu ça, un maquero de lumière. Merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Le thème qui nous rassemble, c'est le rôle du destin dans les événements de la vie. Si on vous posait la question de savoir qu'est-ce que le destin, quelle réponse donnerez-vous en tant qu'un apprenti spirituel? Le destin, on peut le définir comme un ensemble d'événements ou de phénomènes préétablis dans la vie d'un individu et que cet individu doit travailler à comprendre ces phénomènes pour pouvoir mieux les nourrir par la prise de décision. Instructeur spirituel Aïssof Christo Ouba, un destin c'est quoi? Le maquero a déjà expliqué. L'essentiel est que il faut se rappeler toujours que quand on dit destin, c'est comme un enfant qui vient d'arriver au monde. Quand un enfant arrive, quand on dit le destin de l'enfant, c'est qu'on veut parler de ce à quoi l'enfant est prédestiné. Et c'est un ensemble d'événements, bien sûr, un ensemble de situations qui est préétabli. Préétabli par le Créateur, bien sûr, le Créateur de l'enfant, qui n'est rien d'autre que Allah, ou Dieu, si vous voulez. Maintenant, dans le fonctionnement de ce destin, c'est que l'enfant se retrouve devant deux choses. Son destin, qui est préétabli, donc pas forcément déjà déterminé que ça doit passer ici ou là, mais ça dépendra maintenant de papa et maman. Je veux dire par là qu'un enfant qui vient dans une famille où le papa et la maman sont des ménagères, vous allez voir que c'est différent par rapport à un autre enfant. Peut-être les deux sont nés le même jour. Hein. Dans une famille où il y a peut-être le papa est plutôt professeur d'université, vous allez voir que même si leur destin est préétabli et se ressemble par rapport à la connaissance et l'intelligence des parents, le destin de l'enfant prendra une autre tournure. Donc du coup, le destin de l'enfant est en jeu, c'est-à-dire ce qui est préétabli par le destin, c'est-à-dire par la destinée, c'est-à-dire le créateur. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que dans l'éducation des enfants, on se rappelle qu'on ne doit pas imposer des choses aux enfants, mais essayer de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent.
Tout comme nous les adultes, c'est la même chose. Même au foyer, on ne peut pas imposer des trucs. On doit apprendre à demander. Et l'autre doit décider par lui-même parce que nous sommes censés suivre un destin. Et quand ce chemin n'est pas suivi, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, nous avons des problèmes. Et quand on se questionne. Voilà. En tant que métaphysicien, et le destin, avec l'explication que vous donnez du destin, cette explication est-elle différente de l'explication religieuse où il est dit que c'est Dieu Tout-Puissant qui prédestine tout à tout le monde? En fait, les religieux ont raison de dire que c'est Dieu qui prédestine tout. Mais sauf qu'on se rend compte que, vous voyez, on dit la plupart du temps, l'homme ne peut pas échapper à son destin. Alors qu'en réalité, l'homme peut changer son destin. On a le pouvoir de le faire. Mais pas avec les moyens naturels, non. Il faut aller au-delà de la moyenne pour savoir que l'esprit domine la matière. Et donc, du coup, quand on met l'accent sur l'esprit, on découvre pourquoi aujourd'hui, on ne devait pas faire le contraire de ce qui est prévu pour son destin. Voilà pourquoi il faut que l'être humain se découvre pour connaître mieux son destin. Et là, vous allez voir qu'un destin est toujours préétabli, mais pas à 100% pour toute la vie, parce que, pour simple raison que le destin se nourrit des décisions. Votre destin se nourrit des décisions. Même les raisons pour lesquelles nous avons dit le rôle du destin. On pouvait renverser la tendance. On a dit le rôle du destin dans les événements de la vie. Imaginez si on avait renversé. C'est pour vous dire que le destin a un rôle très important. Vous voyez, si Dieu a décidé que vous devez peut-être opérer les gens, devenir médecin. Et malheureusement, à cause de certaines amitiés ou une décision, vous avez pris une autre branche, vous allez voir que à tout moment, vous avez des problèmes au service. Ça ne va pas. Mais on peut rester au service à condition qu'on se connaisse, qu'on se découvre, qu'on apprenne à avoir votre potentialité comme si vous avez ça dans vos mains. Là, en ce moment, vous allez voir que le destin, vous serez heureux dans votre destin, quand bien même que vous n'avez pas suivi un destin préétabli. Voilà. Oui, parlant toujours du destin, si on veut être avec le philosophe Jean-Paul Sartre, qui dit l'existence précède l'essence. Alors que par rapport à ce que vous êtes en train de dire, immédiatement comme les religieux, l'essence précède l'existence. Comment pouvons-nous faire cette corrélation? Vous voyez, quand Sartre expliquait sa théorie, en tout cas on dit ça la théorie parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Parce que pour la simple raison que normalement, c'est après la vie que les êtres humains remarquent, ou peut-être à titre posthume vous dites que vous êtes ceci. Mais en réalité, c'est plutôt vous. Parce que la chose la plus magnifique aujourd'hui, normalement, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc c'est la mort. La mort, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que chaque être humain est présent à ses obsèques. Donc imaginez qu'à vos obsèques, on a choisi 3 personnes. Une personne de votre famille, de votre association et peut-être de votre service. De dire quelque chose sur vous. Et chacun explique maintenant ce qu'il a retenu de vous. Imaginez que ça ne vous plaît pas, ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas changer ça. Parce que vous avez déjà rendu le corps. Et l'esprit est là, observant ce qui est dit. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se rappeler que c'est de notre vivant que nous pouvons préparer quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas après la mort. Il ne faut pas se faire tromper comme si après ma mort, moi, après ma mort, je deviens un ange ou bien. C'est pas ça. Je ne deviens pas un saint. Si de mon vivant, je fais n'importe quoi, soyez-en sûr qu'après ma mort, je serai encore plus con. Mais pour être une personne extraordinaire, importante, sur le plan invisible, il faut d'abord impacter sérieusement de votre vivant. C'est de votre vivant qu'on prépare bien le terrain, en étant un personnage d'exemplaire. Là, ensuite, vous allez voir que le destin a joué un bon rôle. Et donc, comme nous l'avons dit, c'est un ensemble d'événements qu'il faut comprendre et mieux avancer. Adiandé Ali, pourquoi avez-vous fait le choix d'être un Makeru? J'ai fait le choix d'être un Makeru pour, disons, naître de nouveau. Parce que toutes les traditions le disent, pour avoir une meilleure vie, il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut devenir Makeru. C'est parce que, d'une part, j'ai constaté que mon ancienne vie ne me permettait pas de comprendre certaines réalités au-delà de la chair.
Et je me suis dit, alors pour pouvoir comprendre ces réalités et réveiller en moi mes potentiels spirituels, il faut aller dans la voie initiatique. Et cette voie initiatique, c'est de devenir un maquero de l'école de Ambiem. Oui, pour devenir maquero, vous êtes maintenant un maquero. Si on vous demandait de comparer un tout petit peu votre vie d'avant cette décision de devenir maquero, qu'est-ce que vous pouvez nous dire présentement? Avant d'être maquero, quand je me réveille, je ne pensais pas à la méditation. Pour dormir, je ne pensais pas à la méditation. Maintenant, en tant que maquero, je me réveille, je médite et pour me coucher, je médite. Et je constate quoi? J'arrive à installer une certaine tranquillité en moi. J'arrive à créer une certaine harmonie entre moi et la nature qui me permet de surveiller mieux certains événements de ma vie, de prendre certaines décisions, pas en me mettant au centre, mais en pensant à l'humanité tout entière. Et ça nous permet de vivre des expériences extraordinaires. Quels sont les atouts qui se présentent à vous immédiatement? Les atouts d'être initié ou d'être un maquero, c'est qu'on ne se pose plus la question comment les choses sont faites, mais on peut nous-mêmes faire venir les choses. On est les conducteurs de notre vie. Et ça nous évite d'aller de gauche à droite pour chercher des solutions à nos problèmes. Des fois même, la recherche de ces solutions à l'extérieur va nous amener plus de soucis. L'initiation nous permet de nous comprendre de l'intérieur, de pouvoir être au volant de notre vie et de la mener en suivant notre destin, en ne s'écartant pas trop de ce destin, ce qui nous permet de bien vivre. Oui, en tant que maquero de lumière, comment comprenez-vous le destin dans les événements de notre vie? En tant que maquero de lumière, je dirais que le destin, tel comme le maître Ansof Christo Uba venait de dire, n'est pas une fatalité. Donc quand on est un maquero, on comprend que quand on parle du destin, on ne parle pas d'une fatalité. C'est vrai qu'on vient avec un destin préétabli, mais pour nourrir notre destin et même le changer en étant maquero, on peut aller au-delà de certaines choses, pouvoir changer notre destin en bien. Voilà la différence entre un maquero et quelqu'un qui n'est pas maquero, qui ne va pas pouvoir vite comprendre son destin pour le nourrir de bonnes décisions. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que c'est le destin qui vous a poussé à quitter la vie d'hier pour être maquero, ou bien c'est un hasard? Nous, les maqueros, on sait que rien n'est laissé au hasard. Le Créateur, en créant la terre, le ciel et tout, il n'a rien laissé au hasard. Donc, ce n'est pas un hasard d'être un maquero, c'est un destin. On le dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, ce n'est pas un hasard de devenir un maquero. Le destin, comment fonctionne-t-il? Le destin fait fonctionner aujourd'hui tout ce qui existe sur la terre. Si c'est qu'on avait dit que l'Afrique est dorénavant une nation et non des pays distribués en 50 quelques, quand je vais vous expliquer, vous allez voir à quel point c'était important qu'on saisisse l'opportunité pour dire que les États-Unis d'Afrique, le destin joue tout. Parce qu'il y a trois sortes de destins. Le destin personnel, le destin familial et le destin collectif dans une nation. Donc imaginez que je parlais de l'Afrique. Maintenant, le destin fonctionne comment? Le destin se nourrit des décisions. La loi métaphysique dit, quand on déclenche une chose, le résultat revient quand vous ne vous attendez pas. Quel que soit votre degré d'illumination, on ne peut pas s'attendre au retour. On ne fait que recevoir que la porte en cogne et puis payer quoi. Donc c'est pour vous dire que, en tant qu'Africains, rappelons-nous toujours que le destin se nourrit des décisions. Alors avant de décider, il faut être mature. Les raisons pour lesquelles nos grands-parents disaient, la nuit porte conseil. Les grandes personnalités prennent du temps pour répondre. Les premiers responsables de famille prennent du temps pour répondre. Ne prenez pas de décisions hâtives. C'est très dangereux. Vous allez bousculer un destin en prenant une décision hâtive rapidement. Ce n'est pas bien. On doit prendre le temps pour des choses importantes. Parce que le destin se nourrit des décisions. Et on peut bousculer toute une nation à cause d'une décision comme ça, de rien à rien. Hein? Parce que on prend une décision comme ça, on bouscule toute une nation. Donc je crois que nous devrons faire très attention pour savoir que le destin
est très très fondamentale et que chaque décision qu'on veut prendre, on doit d'abord réfléchir en profondeur pour voir quelle est l'interaction de la décision. Quand je décide ça, quand je prends telle décision, alors ceux qui m'entourent vont vivre de quelle manière? Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous vous demandez comme ça, quand vous vous questionnez comme ça, vous allez voir que automatiquement une inspiration va vous envahir. C'est ce qu'on appelle la nature divine. Elle va vous envahir et vous allez sentir exactement ce qu'il faut faire pour que les choses marchent bien. Donc le destin fonctionne d'une façon très simple. Il se nourrit des décisions. Ouais, est-ce qu'on peut refaire son destin? Oui, on peut refaire son destin parce que au début, il est préétabli. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas préétabli pour toute la vie, pour les 100 ans. Pour nous les métaphysiciens, au fait, quand vous venez au monde, pour le Créateur, vous êtes venu pour 100 ans. Bon, si nous mourons vite, c'est à cause de nos cancers et consorts, j'allais dire. Donc, c'est à nous maintenant de savoir vivre. Pour savoir qu'on a l'opportunité d'améliorer le destin. C'est les raisons pour lesquelles, d'ailleurs même, chaque fin du mois, on vous demande de mettre à jour votre WhatsApp. C'est ce qu'on appelle l'opportunité de changer. C'est-à-dire on est censé être créatif. La créativité, c'est pour les humains. Ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les êtres humains. Donc je crois qu'on peut refaire son destin en ayant un mental très équilibré, d'une façon claire, c'est-à-dire très spirituelle. Oui, en tant que métaphysicien, tout à l'heure vous avez pris l'exemple de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a son destin tel qu'elle est en train de le vivre ou bien elle peut refaire son destin? Monsieur Condor, ça c'est une question extraordinaire. L'Afrique a le pouvoir de refaire son destin. Un pouvoir énorme. Et d'ailleurs même, quand moi je décode les événements de l'humanité tout entière, je peux vous dire d'une façon claire et même étonnante, Donald Trump a donné l'opportunité à l'Afrique de refaire son destin. Et il le fait chaque jour qu'il prend la parole. Observez-le bien. Il est en train de dire aux Africains, réveillez-vous, recréer un destin. Recréer le destin que vous méritez. Puisque c'est nous qui avons construit l'Europe. C'est nous qui avons construit les États-Unis. Réalisez l'histoire d'une façon claire, vous allez voir. Donc je crois que nous avons l'opportunité de refaire notre destin encore plus meilleur que les autres continents. Oui, de refaire notre destin en tant que continent ou bien de refaire notre destin en tant qu'habitant du continent. Je crois que pour que ce soit encore plus magnifique et pour que ça puisse impacter toutes les générations, c'est de le faire plutôt en tant que continent. En tant que continent? Oui, en tant que continent africain. C'est-à-dire qu'on devait réunir nos efforts. C'est-à-dire, on peut dire Union africaine. Ça existe bien sûr. Maintenant, à partir de là, on recrée un destin africain. On met en place des paramètres qui obligent ceux qui viennent de les respecter, tout simplement. Bon, on revient sur notre question. Le destin, alors, fonctionne comment et concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que les gens puissent comprendre le vrai fonctionnement du destin? Le vrai fonctionnement du destin, c'est que chaque fois que vous pensez, vous créez. Chaque fois qu'on commence à penser, sachez que le destin a déjà commencé à fonctionner. Pour la simple raison que le destin se nourrit des décisions. Il n'y a pas autre chose que ça. Et nos décisions viennent d'où? Comme vous le savez, la pensée précède la décision. Et maintenant, qu'est-ce qui précède la pensée? Les sensations. Est-ce que vous voyez les sensations? Non. Les sensations sont dans la dimension de l'invisible. Voilà pourquoi automatiquement, d'une façon certaine, je crois que c'est avec le spirituel qu'on peut maîtriser vraiment le destin et refaire le destin. Adjani Ali, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport au fonctionnement du destin? Oui, c'est les sensations. Donc ces sensations, nous devons les percevoir. Mais malheureusement, quand on n'est pas un maquero ou un initié, et qu'on vit au jour le jour en dormant, manger, se réveiller, sans prendre le temps de méditer et installer une certaine tranquillité en nous, on n'arrive pas à capter les sensations. Et là, on passe à côté même de son destin en prenant des mauvaises décisions qui vont nous créer des souffrances inutiles qui ne sont même pas liées à notre destin. Et ça serait un autre fardeau qu'on s'est créé. Donc voilà ce que je Et ces sensations, par quel sens nous pouvons sentir, puisque nous connaissons que nous avons plusieurs sens, comment allons-nous sentir concrètement ces sensations afin de prendre les meilleures décisions? Par rapport à comment on peut sentir
les sensations, chaque individu a des potentialités et peut avoir des récepteurs plus développés que d'autres. Vous prenez certaines personnes, il peut rester comme ça et sentir l'odeur de quelque chose. Ça peut être quelque chose lié à un événement ou à son âge, beaucoup de choses, et se rappeler que quelque chose va se passer et prendre une décision. Ça, il est en pleine réflexion, il voit une image. Et quand il sait que quand je vois cette image, ça veut dire c'est un danger. Quand je vois cette image, ça veut dire c'est bon. Il y a certains individus, c'est en dormant qu'il fait des rêves. C'est le commun des mortels appelle les rêves. Nous, en langage initiatique, on va parler de voyage astral. Il fait un voyage astral pour pouvoir recevoir certains messages par rapport à une réflexion qu'il menait, une décision qu'il est sur le point de prendre. Donc vous voyez, il y a différentes manières de pouvoir capter ces sensations. Mais il faut d'abord travailler sur son esprit pour pouvoir décoder ça. Sinon, ça va passer inaperçu. Vous allez même voir des exemples précis. Les gens vont vous dire, j'avais le pressentiment que ça va arriver. J'ai vu ça, mais je n'ai pas fait attention. Donc là, on n'arrive pas à s'écouter. On n'a pas travaillé suffisamment sur son esprit pour pouvoir capter les signaux ou comprendre les messages que la nature nous envoie. Oui, pour expliquer clairement à un néophyte ce que c'est qu'un voyage astral, qu'est-ce que vous allez dire? On va dire que c'est un message qu'on reçoit dans le sommeil. On va différencier ça des rêves parce que quand on va parler des rêves, ça peut être des trucs qui reviennent du subconscient. On a gardé certains désirs non satisfaits. Ça va nous revenir dans les rêves. Ça, c'est différent du voyage astral. Le voyage astral, c'est qu'on a fait un bon travail sur soi. On a un équilibre, une certaine tranquillité sur soi. Et quand on dort, on se présente aux êtres de lumière. Et on reçoit des messages. Là, ce sont de vrais messages qui n'ont rien à voir avec le subconscient. Oui, vous avez répété plusieurs fois le travail. Concrètement, le travail consiste à quoi? Le travail sur soi consiste à la méditation et la prière. Normalement, quand on se réveille, il faut d'abord s'adresser au Créateur. Avant même de s'adresser aux autres êtres humains, il faut s'adresser au Créateur. Donc, c'est déjà le début du travail. Faire de la prière et la méditation, c'est ça qui vous permet de nourrir votre esprit. Vous voyez, on nourrit constamment notre corps humain, la chair que nous voyons, mais beaucoup oublient de nourrir l'esprit. Or, le vrai travail, comme le maître Aya le dit, le monde est constitué de seulement 1% de la matière. Mais nous, on prend plus du temps à nourrir la matière et en oubliant de nourrir l'esprit. Donc, le travail consiste à nourrir l'esprit par la méditation et la prière. Et quand tout cela est fait, on va commencer à avoir des pensées pures. Et ces pensées pures vous permettent de ne plus penser à n'importe quoi, mais de maîtriser vos pensées et de réfléchir dans le bon sens pour prendre toujours de bonnes décisions. Quelle serait alors la différence de la méditation et de la prière d'un métaphysicien, d'un maquero que vous êtes, et la prière et la méditation d'un religieux qui va à la mosquée ou bien à l'église? D'abord, la méditation peut être la même partout, parce que quand on parle de méditation, c'est de rester dans le silence et de se lier à l'univers. Donc, pour pouvoir se fondre au niveau plus avancé, tu te fonds même dans l'univers pour pouvoir capter certains éléments. La prière, la différence qu'il va avoir entre un maquerou et les autres religions, c'est que le maquerou sait d'abord que lui-même, il est un temple. Et qu'il est un temple de Dieu. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer pour aller quelque part. En plus, le maquerou sait que pour faire la prière, on évite certaines tonalités.
Vous allez voir, il y a certaines prières même qui créent en vous des émotions ou la colère. Parce que le ton que vous utilisez, c'est un ton qui stimule la colère en vous-même. Le maquerou, lui, va comprendre que la prière est, pour la plupart du temps, c'est les mots positifs. Ok? Par contre, vous allez voir que certains vont faire du bruit, ce que le maquerou ne va pas forcément faire. Ce que c'est que la prière pour un maquerou, c'est un moment de recueillement et de sincérité. Parce que pour le maquerou, dès que vous décidez de prier, c'est que vous le faites vraiment en revenant à l'intérieur de vous-même. Et instituteur spirituel, Oui. en quoi consiste la prière d'un métaphysicien que vous êtes? Et c'est celle d'un religieux, n'est-ce pas? Oui. Oui, je crois que, on peut dire qu'il n'y a aucune différence, mais la différence est que quand moi je commence, je ne prends pas comme point de départ Bible, Coran, mosquée ou église, non. Pour moi, point de départ, c'est que c'est d'abord moi-même, mon corps sanctum, c'est-à-dire mon corps physique. Donc, avec mon corps physique, je lui donne un nom, je peux dire c'est ma mosquée ou c'est mon église. Maintenant, j'y travaille à l'intérieur. Je commence par faire quoi? Comme les chrétiens le font les dimanches, hein, samedi même soir, ils en vont balayer. Il y a ceux qui vont arranger les bancs, les chaises, les trucs des prêtres, tout ça là. À la mosquée, c'est la même chose. On sort les nattes jeudi soir. On balaye correctement. C'est ce qui se passe dans mon corps. Je fais tout ceci en commençant de mes orteils jusqu'à ma tête. Et mon église, ou si vous voulez ma mosquée, nous l'appelons cor sanctum, le sanctuaire du latin. C'est prêt. Et donc je commence ma prière. Voilà pourquoi quand moi je veux prier, je peux prier et vous sentez ça tout de suite. Ce n'est pas que c'est un événement de après. Tout de suite parce que j'ai pris conscience que ce que j'avais voulu au départ n'était pas que nous allions dans un édifice. Nous sommes d'abord l'édifice qu'il faut. L'édifice qu'il faut, c'est mon corps. C'est la différence. Sinon, nous faisons presque les mêmes choses. Hein. Mais la manière de les faire est différente. Est-ce que quelque chose peut changer, peut perturber ou bien peut déstabiliser notre destin? Oui, monsieur Condor. L'univers est tellement constitué que dès qu'un événement veut commencer, il y a ce que nous appelons l'effet papillon. En spiritualité, le karma. Les scientifiques l'appellent l'effet papillon. C'est-à-dire, je pose un acte dans mon canton. Et l'acte envahit tout mon canton. Jusqu'à même les cantons voisins. Même d'autres préfectures. À cause de mon acte. Imaginez que pour aller dans un village, il y a un carrefour. Dans ce carrefour, se trouve un monsieur, un cordonnier, qui est toujours là chaque jour, à n'importe quelle heure. Et qui coud les chaussures des passants. Et un grand cultivateur s'est trouvé ses chaussures coupées. Arrivé, le monsieur est malade. Le monsieur n'était pas venu. Donc, il a dû marcher pieds nus. Et en allant pieds nus, ça l'a blessé. Maintenant, il faut s'asseoir soigner, n'est-ce pas? Ce qui a fait qu'il n'a pas pu aller vite au champ. En allant au champ, il devait rencontrer une personne qui cherche une information, un étranger. S'il vous plaît, c'est où la mairie ou bien c'est où la préfecture, ceci. Mais le monsieur n'était pas là. Qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas là? Parce que quelqu'un était malade, hein. C'est pas qu'il ne voulait pas. Mais c'est que quand un accident ou bien un problème arrive, l'être humain n'arrive pas à voir derrière l'événement pour voir est-ce que mon accident n'a rien à voir avec moi? Oui, ça existe. Il y a des événements qui ne vous appartiennent même pas. Tout simplement parce que celui qui devait vous relayer l'information ou vous relayer les brides du destin était absent. C'est la raison pour laquelle la meilleure façon de faire fonctionner, que ce soit une famille ou une nation, c'est que chacun devait faire correctement son travail. Aspirer à faire bien son travail parce que même quand vous ratez de faire, vous pouvez ne rien sentir, mais vous créez un grand problème pour les autres. Donc je crois que dans un premier temps, il faut reconsidérer ce que nous faisons nous-mêmes. Nous sommes le centre de gravité de tout. Nous sommes le point de départ des choses. J'ai dit que le destin se nourrit des décisions. Et j'ai demandé à savoir, quand on dit décision là, qu'est-ce qui précède la décision? C'est la pensée. Qu'est-ce qui précède la pensée? C'est ce que nous ne voyons pas, les sensations. Est-ce que s'il y avait les mots de tête, il allait être ici? Non. Donc je me sens bien. Alors, quand un événement arrive, c'est que nous n'avons pas réuni tous les efforts pour résoudre le problème. Un exemple. Regardez le virus qui est en train de sévir. Vous n'avez pas remarqué que les institutions ont récupéré l'information et maintenant ça passe vite.
Par exemple, sur les pancartes, vous allez voir que même Bébé en a fait une pancarte. La Lunato en a fait. Beaucoup d'instituts en ont fait. Imaginez, avant le virus, nous avons pris des valeurs. Des valeurs que nous avons obligé ces institutions à mettre sur leurs pancartes. Imaginez une seconde. Vous allez voir que nous serions plus performants avant même que le virus n'arrive. Maintenant, qu'est-ce que nous avons gagné avec le virus? Nous avons gagné une expérience qui est, quand on est ensemble, quand on attrape quelque chose ensemble, on le soulève facilement. Donc c'est comme ça que le destin fonctionne également. Pour une nation, chacun devait s'occuper à faire une chose qui est pour tout le Togo chaque jour, une chose. Avant qu'on ne devienne quelque chose d'extraordinaire, on doit apprendre ce qu'on appelle le contentement. Voilà. Selon le Makero Ali, est-ce que quelque chose de concret peut perturber notre destin? Bien sûr, quelque chose de concret peut perturber notre destin. Comment nous prenons des décisions par rapport à notre destin? Si nous prenons des mauvaises décisions, on va forcément se voir avec un destin ou bien aller même faire certaines choses qui vont nous conduire carrément à des situations plus compliquées que celles même qu'on était prédestinées. Il faut toujours rester équilibré pour comprendre d'abord c'est quoi notre destin et pouvoir prendre des décisions pour le nourrir. Dans la mesure où on n'arrive pas à comprendre c'est quoi notre destin, vous allez voir qu'on va passer le temps à vivre pour d'autres raisons et laisser les raisons même essentielles de notre existence et perturber notre destin. Donc, à vous comprendre, Adjandé Ali, il faut nécessairement découvrir votre destin avant de prendre les meilleures décisions. Auprès de qui découvrir son destin pour avoir les conseils adéquats pour pouvoir bien l'entretenir? Il faut absolument que tout un chacun ait un maître spirituel parce que c'est à partir de là qu'on peut recevoir des informations, qu'on peut avoir la clé même de notre vie pour pouvoir développer des comportements, pour pouvoir développer des aptitudes qui éveillent nos potentialités spirituelles pour qu'on puisse comprendre notre destin. Donc, d'une manière claire et simple, pour pouvoir comprendre notre destin, il faut avoir un maître spirituel. Et le maître spirituel, son rôle à ce moment serait de faire quoi? Le rôle d'un maître spirituel, c'est pas qu'il fera les choses à votre place. C'est malheureusement ce qu'on constate de plus en plus. Les gens s'inscrivent pour l'initiation et ils pensent qu'il suffit d'avoir un problème, j'écris au maître et le problème est résolu. On constate ça même dans les religions. Il y a des gens qui vont à l'église, ils attendent que quand j'ai un problème, le pasteur va faire pour moi, le prêtre va faire pour moi. Non, le rôle de l'instructeur, comme on le dit, instructeur, c'est de t'instruire à prendre les commandes de ta vie. Donc, le rôle de l'instructeur spirituel, c'est de nous amener, de nous donner des informations, de nous accompagner à nous comprendre et à éveiller nos potentialités spirituelles. Donc, ça veut dire que chacun a son destin, c'est ça? Justement, chacun a son destin, c'est ce qu'on appelle le destin individuel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un destin familial et il y a le destin national, donc il y a le destin à tous les niveaux. Est-ce que c'est toujours le rôle du maître spirituel de déterminer ces différents niveaux de destin? D'abord, en tant qu'individu, quand on va être avec, avoir son maître spirituel, je pense que la première des choses, c'est de déterminer son destin individuel. Et une fois qu'on connaît son destin individuel, on arrive à savoir comment il s'insère dans le destin collectif. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut faire fonctionner tous ces destins. Christophe Ogba, oui. En spiritualité, en métaphysique, un esprit c'est quoi? Un esprit, c'est un ensemble de vibrations, mais plutôt une vibration qui a un objectif. Et quand on dit esprit, il y a 4 objectifs dans, ou si vous voulez, dans un esprit ou dans les esprits. Parce que esprit reste esprit dans le plan invisible.
des spiritus santos, c'est-à-dire l'invisible dans un monde, c'est-à-dire une énergie, sans rien de physique. Prenons l'objectif d'un esprit est de vous amener à respirer la fraîcheur. Un autre esprit, c'est de vous amener à voir la lumière. Un autre esprit, c'est pour vous amener à sentir qu'il y a le physique. Et un autre esprit, c'est pour vous amener à sentir que, en réalité, le monde n'est pas fait que ce qu'on voit. On ne voit pas tout. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à comprendre la spiritualité d'une façon claire, la spiritualité africaine, croient que quand vous allez chez un marabout, c'est parce que c'est qu'il est marabout qui peut tout faire. C'est pas ça. Parce qu'il est instructeur spirituel, il peut tout faire. C'est pas ça. Sachez une chose, les esprits qui sont dans leur dimension respectent aussi des lois. Déjà, une personne qui sait que c'est ainsi, c'est qu'elle a du pain sur la planche, c'est tout. On ne devient pas spirituel ou religieux pour que quelqu'un fasse quelque chose à votre place. Parce que ce soit religieux ou spirituel ou animiste ou quoi que ce soit, on a affaire à des esprits. Point. Et donc, ce que je crois qu'on devait savoir, les esprits aussi ont des lois. C'est comme chez nous ici. Il y a des lois qui régissent notre société. C'est de la même manière dans le monde invisible. Donc, quand on s'entraîne à maîtriser ce monde invisible, on comprend tout ce que les gens ne comprennent pas. Oui, Makeru, en tant que jeune qui est en train de poser ses pas sur les traces laissées par les anciens, laissées par les maîtres spirituels, comment avez-vous compris l'explication d'un esprit? L'esprit, dans ma compréhension, c'est une vibration. Ok? Et cette vibration, il n'y a pas un seul esprit, il y a différents esprits, comme les maîtres viennent de l'expliquer, a un objectif bien déterminé. Donc, et le rôle d'un Makeru, c'est de comprendre chaque esprit. Il ne suffit pas d'avoir des potentialités spirituelles pour s'adresser forcément à tout esprit dans n'importe quelle situation. Vous allez voir certaines personnes qui ont des pouvoirs spirituels et qui n'ont pas compris les esprits, leur dimension et leur fonctionnement, vont travailler avec ces certains esprits, mais pas dans leur dimension, et ça va créer plus de désordre. Donc le rôle de l'initiation au niveau de l'école Ambiem, c'est exactement ça, apprendre l'étudiant ou le Makeru à connaître les esprits, leurs manifestations et les dimensions dans lesquelles ces esprits se trouvent et les lois qui régissent ces esprits pour mieux travailler avec ces esprits. Donc, selon vous, un esprit peut-il modifier ou changer le destin de quelqu'un? Justement, c'est ce que j'ai eu à vous dire. Quand vous allez faire un contrat non autorisé, au fait, vous voyez, pour avoir quelque chose, attendez-vous aux conséquences. Et ces conséquences peuvent influer sur votre destin. Donc, un esprit va forcément agir sur votre destin si vous n'avez pas respecté certains principes spirituels. Selon vous, tous les esprits sont bons ou bien il y a des bons esprits et des mauvais esprits? Il n'y a pas ni bon ni mauvais. Tout est question de perception. Vous allez voir que certains esprits vont se présenter à vous pour vous aider. Alors que d'autres esprits vont se présenter à vous pour vous nuire. Tout cela va dépendre de votre vécu, parce que vous allez avoir un esprit qui a son pile et sa face. Vous allez le croiser dans certaines situations, vous allez trouver que c'est un mauvais esprit, alors que ça peut même lier à vous, votre comportement. Vous voyez déjà de quoi je vais parler. Il y a forcément certains esprits qui sont là pour nuire, les esprits nuisibles. Il y a aussi certains esprits qui sont des esprits de lumière. Mais vous pouvez avoir aussi certains esprits, qu'on va dire, qu'on peut appeler entités, qui sont là, mais la face que ces esprits vont vous présenter va dépendre aussi de ce que vous avez fait et de comment vous vous comportez ou de comment vous prenez des décisions. Oui, je crois que mon collègue Makeru de Lumière a été clair en précisant que il faut un mental équilibré pour mieux diriger son destin. Parce que quand on dit destin, tout le monde est éveillé, tout le monde est sensible à cela. Parce que quelle que soit votre religion, vous avez entendu parler de cela.
Mais sachez que ce qu'on appelle vraiment religion ne peut pas aider un Africain à retrouver son destin. Vous savez pourquoi? Parce que quand on dit destin, c'est une chose qui se nourrit des choses protéiformes. C'est-à-dire, il faut plusieurs chemins pour s'épanouir dans son destin. Alors qu'il y a certaines religions qui mettent l'accent sur c'est ici seul. Si vous sortez hors de ce cadre, vous êtes foutu. Vous irez en enfer. Ça, c'est dangereux. Parce que le destin ne peut pas se nourrir, ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner bien si on insiste sur un truc carré que l'individu doit rester dans cette dimension carrée-là pour pouvoir réussir sa vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les fervents, les personnes très ferventes dans la religion n'arrivent pas à trouver vraiment la paix intérieure, paix chez eux, dans leur famille. Chaque jour, c'est la catastrophe. Comprenez que quand on dit destin, il n'y a plus question d'école spirituelle ou mosquée ou église. Il n'y a plus question de ça. Quand on dit destin, il y a ici question de votre corps. Comme je le disais, mon église, ma mosquée, votre corps. Découvrez-le. Il contient tout ce qu'il vous faut. Et quand vous découvrez ces choses protéiformes là dans votre corps, ce n'est qu'en ce moment vous comprenez que en réalité, vous êtes fait pour être un factotum. Vous n'êtes pas fait pour être carré. Quand je dis factotum, c'est-à-dire une personne capable d'être à la fois docteur et menuisier. C'est-à-dire un homme à tout faire, quoi. Le métaphysicien, son rôle dans la vie, dans le développement d'une cité, d'une nation, c'est quoi au juste? S'il veut vraiment jouer bien son rôle, pour avoir peut-être la chance de durer sur la terre, c'est de dire les 4 vérités quand il le faut. Quand un métaphysicien observe les décisions dans le monde, il prend son temps pour analyser les choses dans les 3 dimensions. Et vous dit ça, c'est pas bien, ça ne se fait pas. En parlant des dimensions, vous avez parlé des 3 dimensions. Analyser une décision dans les 3 dimensions. Oui, je commence d'abord par la dimension que je peux toucher. Maintenant, je rentre dans la dimension éthérique, c'est-à-dire dans la dimension du mental, de l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire l'esprit analytique, l'esprit de réflexion sur ce qu'on ne voit pas. Pour voir, est-ce qu'on a tenu compte de ce qu'on ne voit pas dans telle décision. Et maintenant, je vais dans la 3e dimension qui est la dimension de la sensibilité de l'âme. Est-ce qu'on a dit, oh, est-ce que telle décision, tel décret, est-ce que telle décision n'écrase pas tel nombre d'enfants ou bien ne porte pas préjudice à telle femme ou à telle chose? C'est ça la sensibilité. Quand ces 3 choses sont réunies, je crois que nous ferions un destin extraordinaire parmi les destins en Afrique. À côté du destin individuel, M. Makero, est-ce qu'on peut parler d'une destinée humaine commune? Bien sûr, on peut parler d'une destinée commune. D'abord, en tant qu'individu, il faut d'abord se rendre compte que nous sommes unis en tant que les humains et que l'action d'un individu ici peut créer des effets même au-delà de l'endroit où il a posé l'acte. Donc, si on s'imagine avec des individus qui prennent des décisions, des mauvaises décisions à répétition, surtout s'ils sont à des endroits stratégiques ou à des postes stratégiques, ils peuvent précipiter toute l'humanité dans une destinée qui n'était pas forcément ce que le Créateur a prévu. Vous allez voir même des exemples dans certains livres sacrés, on vous dit, certains habitants ont commencé à faire ça, 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 et pour ça, la décision a été prise de détruire telle ville, telle civilisation. Donc, une destinée commune, et par exemple, la planète Terre, nous vivons sur elle, nous avons chacun son destin individuel, mais nos actions, les actions que nous posons influencent fortement cette planète et là peut modifier notre destinée commune. Ce n'est pour rien, on parle de réchauffement climatique. Dans la mesure où nous vivons sans respecter l'environnement, nous considérons des arbres comme des trucs à abattre quand on veut, sans planter, sans prendre soin, sans même penser que c'est aussi, on peut utiliser ces arbres dans d'autres dimensions pour se développer. On se retrouve avec des changements climatiques, les répétitions des fléaux. Donc vous voyez que nos comportements sont en train même de modifier notre destinée sur la planète Terre. Vous avez vu certaines conséquences que nos pays subissent
alors que les décisions ont été prises ailleurs. Donc, nous sommes dans un monde interconnecté où nous nous influençons mutuellement. Donc, en travaillant sur notre destin individuel, j'ai eu à le dire, il faut pouvoir l'insérer dans le collectif pour pouvoir mener à bien l'existence même de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire que les destins individuels influencent la destinée commune? Oui, effectivement. Dans tout ce que nous faisons dans le mental, il faut que je me demande, ma décision là, est-ce que je sais que ma femme est obligée de se plier, ou mes femmes, ou mes enfants sont obligés de se plier, mais quel est l'impact psychologique dans leur vie? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le destin doit forcément se nourrir des décisions. Je vous ai fait l'expérience ici. Donc je crois que nous avons vraiment du pain sur la planche, au-delà même de notre pensée. Donc nous n'avons même pas imaginé l'importance que joue le rôle du destin dans les événements de la vie. Chaque événement nous apporte des leçons, nous apporte beaucoup de choses. Une fois qu'on n'a pas eu contact avec un instructeur spirituel, comment faut-il se prendre pour comprendre toutes ces conséquences sur les autres dans la prise de nos décisions? C'est très facile des fois pour essayer de voir quel est l'impact sur les autres quand on n'a pas tenu compte de leur vie. Par rapport à cette question, comment pouvoir apprécier l'impact de son action sur les autres? Je pense que dès lors même qu'on pense dans sa tête qu'on veut prendre une décision pour que les autres se sentent bien, on ne va pas se dérouter. Donc il faut d'abord précéder son action de la pensée. Je vais poser tel acte, quel est le but? Est-ce que je pose l'acte pour mon intérêt égoïste ou bien je pose l'acte pour contribuer à améliorer quelque chose dans ma société? Donc si on commence à se poser de telles questions, je pense qu'on ne s'écarte pas du bon chemin. On commence à intégrer l'humanité dans la prise de cette décision. Le voisinage, on ne sort pas, on ne se réveille pas, on fait du bruit sans savoir le voisin, il dort ou bien il ne dort pas. Non, quand on commence à intégrer les autres dans cette décision, à voir ce que je suis en train de faire, comment ça peut l'impacter, est-ce positivement ou négativement, et qu'on travaille à prendre plus de décisions et poser des actes qui vont impacter plutôt plus positivement ou améliorer le bien-être des gens. Je pense que là, on est en train de déjà mesurer, de se comporter de telle sorte à ne pas nuire aux autres humains et à son voisinage. Est-ce qu'on peut rapprocher le métaphysicien à Emmanuel Kant qui dit, avant de poser tout acte, il faut toujours se poser la question de savoir et si tout le monde en faisait autant? Ce que Emmanuel Kant dit dans ce contexte, ça veut dire il faut voir ce que ton action est censée avoir comme conséquence sur l'autre avant de poser l'acte. Par exemple, si on se dit qu'on a la liberté d'expression, parce que nous sommes dans un régime qui nous permet de dire ce que nous pensons, et on sort chaque matin, chacun se présente à la radio, il insulte la maman de l'autre. Donc vous pensez que là, on serait encore dans cette liberté d'expression? Nous-mêmes, on se sort de la liberté d'expression. Parce que la route est goudronnée, j'ai le droit de circuler, je prends ma voiture ou ma moto, 80 à l'heure, je ne respecte pas des feux tricolores. Si les autres se mettent à faire ça, qu'est-ce que ça donne? Donc on peut dire dans le contexte que ce que Emmanuel Kant est en train de dire, pensons à la sensibilité, pensons aux conséquences de nos actions sur l'autre avant de pouvoir les poser. Mais on ne va pas résumer le métaphysicien à ça seulement, parce que le métaphysicien, il va aller au-delà de ça. Lui va examiner cette décision, bien l'acte-là, dans d'autres dimensions, telles que les dimensions que le maître a citées, dans la dimension physique, dans la dimension de l'âme et dans la dimension de l'esprit. Est-ce que le spirituel, un métaphysicien, a certains rôles qu'il joue à l'insu des autres pour amener l'humanité à se porter bien? J'ai dit une fois que ceux qui doivent mourir plus tôt, s'ils ne font pas attention, c'est les instructeurs spirituels, les prêtres et les imams.
Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là, sans le savoir, elles sont la clé de milliards de personnes. Alors qu'il y a un décret du plan invisible que les gens ne comprennent pas. Il y a un décret, comme on dit décret présidentiel, il y a un décret divin qui dit quand tel nombre de personnes doivent perdre la vie à cause d'une décision, le monde divin lui-même te ôte la vie. Ça vous étonne, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas qu'on va venir vous couper la tête. Hein. On crée des circonstances pour vous conduire dans un destin pour la fatalité. Donc nous sommes plus placés pour mourir tôt. Si nous croyons que nous avons cette opportunité-là d'influencer, de manipuler, d'ailleurs eux ils nous manipulent parce que quand vous le faites, vous allez transporter autant de karma nécessaire. Nous sommes obligés de vivre comme un agneau. Quand on reçoit les gens, nous sommes obligés de vivre comme un agneau parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous demandent avant de prendre une grande décision, qui font tout pour être éclairés avant de prendre une décision. Donc du coup, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc du coup, ce qui fait que, je peux dire avec certitude, nous travaillons beaucoup. Nous faisons tellement de choses. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons à l'insu des autres pour le bien de l'humanité. Les métaphysiciens font beaucoup de travail qu'on va appeler le travail de derrière. C'est comme dans une banque où tu vois, quand tu arrives, tu as celle qui te donne l'argent, ou celui qui te donne l'argent, c'est le caissier ou la caissière. Mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille. Les métaphysiciens, ils font un gros travail derrière qui permet à l'humanité de sortir de certaines situations. C'est d'ailleurs pourquoi l'une des valeurs qu'on apprend quand on est sur le chemin d'initiation, c'est l'humilité et la responsabilité. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idée. Mais avant de vous laisser partir, votre dernier mot, je commence avec Makeru Adjande Ali. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. C'était très intéressant le temps passé avec vous. Nous espérons avoir pu contribuer par les échanges que nous avons eus. Et ça serait un plaisir de revenir sur votre plateau. Ouba? D'abord, je dis un grand merci à M. Condor parce qu'il met de côté son emploi du temps. Il est à notre disposition pour le bien du Togo, pour le bien du monde entier. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important. Tout ce qui vit et respire a une destinée. Voilà, chers téléspectateurs, la fin de ce numéro de votre émission préférée Idée. Nous avons parlé aujourd'hui du rôle du destin dans les événements de la vie. Nous avons compris que l'homme a un rôle à jouer dans la concrétisation de son destin. Et ça dépend des décisions que nous prenons pour nourrir notre destin. Nous allons nous arrêter ici. Nous disons un grand merci à la technique qui est conduite par Fadel. Merci à tous les collaborateurs. Chers téléspectateurs, une fois encore, notre remerciement renouvelé pour cette confiance que vous ne cessez de faire à cette émission Idée. Aujourd'hui encore, vous êtes très nombreux. Nous comptons sur vous que la semaine prochaine, vous serez encore plus que le nombre de cette semaine. Avant de vous retrouver la semaine prochaine, bye bye.